So I'm just going to go ahead and start introducing our second plenary panel. So Josh Barnt is going to be speaking next. All right. Josh is the executive director of the Parkdale Neighborhood Land Trust, a community-based organization that acquires land for affordable housing, supportive housing, urban agriculture, and community economic development in Toronto. Are you ready? Yeah, sure. Let's do it. You want me to introduce the rest first? Oh, you're introducing first. Okay. I just don't feel I'll just introduce the other panelists, and then we'll continue. Stéphane Corriveau has a long history as an activist in international solidarity and social development. He is the Director General of the Quebec Federation of Nonprofit Housing Organizations with 1,200 member groups and 50,000 housing units. And, yep. Sit now, sit. Yeah. And finally, we have Tom Armstrong, who's the Executive Director of the Cooperative Housing Federation of BC and the Land Trust BC CLT, which is currently constructing 2,000 units of housing on land donated by the City of Vancouver. All right. So now Marie-Sophie Bainville from Vivacité is going to speak a bit about the panel, and then we're going to get started. Take it away, Marie-Sophie. Bonjour à tous. Yeah! Donc, je suis très heureuse de pouvoir introduire le panel avec ces trois magnifiques Housing Boys. Donc, en gros, la session s'appelle « Le droit au logement et le contrôle collectif de la terre » ou « La propriété collective de la terre ». Donc, je veux juste très rapidement mettre en contexte ces deux expressions très chargées, en fait, de quoi on parle quand on parle du droit au logement, puis de quoi on parle quand on parle du contrôle collectif de la terre, de la propriété collective de la terre. Donc, pour ceux qui sont pas dans les coulisses de la politique fédérale, grand bien vous fasse. Mais le 8 avril dernier, en fait, le gouvernement fédéral vient de déposer dans un projet de loi omnibus une clause qui fait qu'on avance de plus en plus vers la reconnaissance légale d'un droit au logement au Canada, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale du logement du gouvernement canadien, qui était réclamée depuis longtemps par le secteur du logement abordable. C'est loin d'être fait, c'est loin d'être tout attaché, mais c'est quand même une marche vers l'avant, je dirais. Puis, en fait, de quoi on parle quand on parle du droit au logement? Bon, ben bien sûr, on parle du droit à tout le monde d'avoir un toit sur la tête, qui est un droit fondamental si on veut être capable d'exercer nos autres droits politiques puis nos autres droits sociaux. Donc, d'une certaine façon, le droit au logement transcende tous les autres droits parce qu'il permet l'expression puis la pratique de ces autres droits-là. Mais quand on regarde plus près, en fait, le droit au logement, c'est pas juste une question d'avoir un toit sur la tête, c'est aussi le droit de vivre dans un logement qui est décent, dans un quartier qu'on aime, entouré de notre communauté, proche des services dont on a besoin. Donc, en fait, le droit au logement est très étroitement lié au droit à la ville et pose une question plus large qui est celle, en fait, qui possède la terre et comment. Et aujourd'hui, ce qu'on va parler dans le panel, ça va être des approches collectives de possession de la terre. Pour faire résumer quelque chose de très, très complexe de façon simple, on pourrait dire qu'il y a trois formes de propriété. Il y a la propriété privée qu'on connaît, puis on ferait pas ce genre de conférence-là s'il y avait pas de problème avec la propriété privée. Elle s'est financiarisée au cours des dernières décennies et enchâssée dans des systèmes financiers, donc elle pose de grosses questions et de gros défis pour l'abordabilité de nos villes. Ensuite, on a la propriété publique, qui est parfois très bien, mais ça dépend beaucoup du gouvernement en place. Donc, au fil des années, la propriété publique, parfois, peut être un outil, un levier incroyable pour nos communautés, mais c'est pas toujours garanti. Et le troisième secteur, la troisième façon de posséder la terre, c'est la propriété collective et communautaire. Et c'est vraiment celle qui a à cœur l'abordabilité perpétuelle des milieux de vie. Et là, on a un super beau panel, en fait, parce que les formes de propriété collective et communautaire, il y en a plusieurs.
Il y a les organismes à but non lucratif. On a Stéphane, qui est directeur du RQOH, qui va pouvoir en parler. Les coopératives d'habitation, Tom va pouvoir en parler. Les fiducies foncières communautaires, Josh vont pouvoir en parler. On parle aussi du squat dans la conférence, donc pourquoi pas incluons le squat dans les formes de propriété collective et communautaire. Et on les retrouve à toutes sortes d'échelles, en fait. Ça peut être l'échelle de citoyens qui se mobilisent pour créer leur coop, de citoyens qui se mobilisent dans leur quartier pour fonder leur fiducie foncière communautaire, des entreprises d'économie sociale qui développent, qui achètent des propriétés pour les transformer en propriétés collectives, et des grandes organisations nationales qui prennent qui font des projets de développement à très, très grande échelle pour créer plus de logements communautaires. Donc, je pense que personnellement, je crois que c'est la voie de l'avenir pour l'abordabilité puis la préservation de nos communautés, c'est la propriété collective et communautaire. Donc, je vais laisser la place à nos panélistes pour nous parler un peu plus en détail de leurs approches. So I've been asked to shorten, so I'm just moving forward. I'm going to assume everyone here knows what a community land trust is, and if you don't, and you'd like to learn more, you can come to one of the focused land trust sessions tomorrow, or today, later. But I'm going to jump to just talk about what the Community Land Trust Network of Canada is doing. So who are the members? What are some of the exciting activities happening? Where did it come from exactly? Where did this network come from? Where did the organization start? So in the United States, where the community land trust model comes from, specifically, currently there are 350 community land trusts. In the UK, one of the other countries that has a huge amount of community land trusts and a strong network, we have 250 plus community land trusts. In Canada, we have, right now, we believe we have around 20 active community land trusts, and of course this is growing every month, which is wonderful. In 2017, we started a network, and here are some of the organizations. And they're dispersed across the country. At this point, we believe that there are, from my assessment at least, and from the reading we've been able to do and the discussions we've had, there are sort of three categories of community land trusts. We have publicly based CLTs. So these are set up through government legislation, where there's an intention of the government, of one form of government, usually pushed by residents, to establish an affordable housing program on a specific piece of land. A good example is the Toronto Island Residential Community Land Trust in Toronto, which has been there for a few decades now and was the result of the community fighting to stop the demolition of their homes on the island. Most of the community land or the affordable housing units in land trusts in Canada are within what's called what we call sector-led community land trusts. When I say sector, I mean there's a specific housing sector that is sort of focusing its energy using the land trust model to hold the housing that it builds. There's a few sectors that are using the land trust model, but one of the major contributors is the co-op housing sector. And the co-op housing sector set up the first community land trust in Canada in the late 1980s and early 1990s in a moment where there was the beginning of disinvestment in the direct funding of affordable housing development. And there was the intention to establish sector-based CLTs on a regional scale across Canada to preserve the affordability of the co-op housing that was being developed, but also to pool the resources of isolated housing co-ops. And the land trust was intended to be an entity that would own the land underneath the co-ops. And then the co-ops, of course, which are democratically governed organizations, would manage their buildings autonomously, with the land trusts contributing through asset management experience and other expertise. These organizations, while they were very good at development and continue to be very strong in their development, do not take the same kind of community-based governance structures or community engagement approaches as some of the more community-led CLTs that come out of the U.S. and that have emerged throughout Canada in recent years. Additionally, they have a limited membership, so while most community land trusts in the United States have open memberships, open to community members who don't live on their land, who don't live on their co-ops, the co-op sector land trusts generally are limited to the beneficiaries or the co-op members. In Toronto, we have there are 3 co-op community land trusts which have recently all come together under a new brand called the Co-op Housing Land Trust. Most people don't know that they exist, but we actually have 4,000 units of cooperative housing in 3 community land trusts, and again, that have recently rebranded under this name.
In Vancouver, they currently have, they've recently rebranded a former land trust, which we'll hear about from Tom, but its name is actually Community Land Trust, so they've branded as Community Land Trust. And we're really excited about what Vancouver's doing, and I encourage you to go to some of Tom's talks and the rest of this conference, because the Land Trust in the early 2000s had about 400 units that had been developed in the 90s. But since 2010, they've developed a growth strategy where they're both leveraging their existing assets as well as working in partnership with different levels of government and financial institutions to grow their impact and actually grow affordable housing. And so they're a rare example of how the co-op sector is growing in really big ways, and they've jumped from around just over 400 units to right now having upwards of 3,000 units in its full pipeline, which means sites they own, sites they're redeveloping, and sites they're developing as new housing. So it's really exciting to see that scale of activity happening. Homespace Homespace Society is in Calgary. They're a land trust that focuses on providing affordable housing for supportive housing organizations. So they will work with the city and work with the sector to get access to land, build supportive housing buildings, and then they have supportive housing organizations actually providing the services to people who need housing with supports. And so Homespace actually has over 400 units, and I believe they have between 200 and 300 units under development currently. So they're another high-capacity community land trust that is doing development and then creating these permanently affordable options in Canadian cities. I'm part of a community-led land trust out of Parkdale, and so community-led land trusts have emerged in a more serious way since 2014. We did have some that emerged in the past, but there's been a really exciting emergence with over 10 new community-based community land trusts emerging since 2014. Generally, they're responding to a need for affordable housing in urban settings, but also response to gentrification. They're perceived as a platform for development without displacement and a means to get greater control over community planning as well as development in folks' communities. These organizations are grassroots-based. They have generally open memberships, which means that they are inviting members in their communities to be a part of the organizing, a part of the organization, part of the decision making, whether they're living in sites that the land trust owns or not. And they're also really focusing on community engagement and community control in their models. Milton Park. So Milton Park is a good example of a really early community-led land trust, which is using a unique Quebec model around the condominium ownership of the land and the cooperative ownership of the housing. So they're a great example. We've heard a lot about them today. The Parkdale Neighborhood Land Trust is one of the newer organizations, one I work for in Toronto, and we're really an activist-based land trust. We have a huge membership which is involved in our decision making, open to community members as well as people who live or work on sites we own. Our board is fully residents elected from the membership. We work to have our board represent our community. We're owning sites for urban agriculture. This is a site that we own or redeveloping as an urban agriculture space, and we will close on our first residential apartment building, which is an at-risk rooming house. That's not it, but it's similar to that. We'll close on that building May 1st. In Hamilton, the Hamilton Community Land Trust is also a grassroots group. This is their first parcel of land they got from the city of Hamilton, which they've developed with Habitat for Humanity. And just a few months ago, the first family who's receiving affordable rental housing moved into that home. So that's really exciting. And they've now just got news that they're getting a second parcel from the city of Hamilton. Hogan's Alley CLT in Vancouver is the only Black-led CLT in Canada that I'm aware of. And they are specifically working to redress the displacement of the Black community in the Hogan's Alley neighborhood in Vancouver. And so they're looking to get control of the redevelopment of a parcel of public land. I'm almost done. Kensington Market CLT is working in Toronto as well to try to save the cultural the cultural specificity and affordability of Kensington Market neighborhood.
And Viva Cite is an alternative land trust, and I don't really know what to call them, but they're they're presenting at this conference, so I hope you learn more about them. But they're developing a very unique vision for limited equity home ownership, where the organization actually maintains trust ownership of a portion of the housing that they develop. So we have a network, and we met for the first time in 2017. And this is our meeting today, which is our first Canadian meeting that we had in Canada. And the goal of the network is to bring together the larger capacitated and historic land trusts, which have these huge stocks of housing, they have development capacity, with the more emerging grassroots land trusts. And we want to both share our community-led and community models with the more established organizations, which need to improve their community engagement and governance structures. And we're hoping that the larger organizations will help us build our capacity to build our community-led projects upwards. And so we're hoping that we're going to build a movement where we can both have capacity and do community engagement and community governance in the right ways. So we have a lot of work to do, but we're really excited to finally be doing it together. Thanks so much. Alors, merci beaucoup, Josh. On va passer. Je suis Stéphane Corriveau, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, moi, je suis malheureusement moins technologique, moins équipé que les autres. Je n'ai pas de PowerPoint, vous m'excuserez. Par contre, je m'étais bien préparé. J'ai un speech de 16 pages. Puis on m'a dit 6 minutes. Fait que là, j'ai regardé mon speech, j'ai dit non, OK, on oublie ça. Essentiellement, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que la chose importante, c'est les exemples qu'on a vus maintenant, très inspirants, la présentation de Milton Park, très inspirante. La chose qui compte, puis qui nous a permis dans le secteur du logement communautaire, dans le secteur du logement à but non lucratif, d'atteindre des objectifs, c'est la mobilisation, la participation, l'engagement citoyen. Mais tout ça, c'est presque secondaire. Non, c'est pas secondaire. La chose la plus importante à prendre, c'est une chose qui a été évoquée un peu tantôt, puis que je vais commencer avec ça. C'est de dire qu'on est ici maintenant sur les terrains sur le territoire des nations autochtones qui étaient là avant nous. C'est pas juste une question de politesse de faire cette affirmation-là. Faire cette affirmation-là, c'est important parce que c'est directement en lien avec le contenu de ce dont on parle aujourd'hui. Avant le contact, avant la conquête, avant les activités et les attitudes coloniales, ce qu'il y avait sur le territoire ici, c'est une situation où la terre était partagée. Il n'y avait pas de droit de propriété sur la terre, c'était reconnu comme un droit pour tout le monde. La terre, l'eau, l'air qu'on respire, la lumière du soleil et le savoir font partie de biens communs. Les privatiser, c'est pas juste un vol, c'est un crime. Et ce sont des choses qu'on doit partager. Et je veux rendre hommage aux luttes des peuples autochtones qui, à travers le temps, ont résisté. Ici, en Amérique du Nord, je ne connais pas bien les luttes ailleurs, je ne prétends même pas bien connaître les luttes ici, mais par contre, je connais une réalité. La réalité que je connais, c'est que même dans le processus colonial, même dans la chose dégoûtante, effrayante qui a été la mise en réserve des Autochtones au Canada, le gouvernement fédéral, malgré la GRC, malgré l'armée, malgré la répression, n'a pas été capable de transformer, il a réduit l'espace où les Autochtones pouvaient vivre, mais il n'a pas été capable de forcer une privatisation de la terre. Dans les territoires qui sont encore sous contrôle des Autochtones, la terre est toujours un bien commun. Ça se peut aujourd'hui, en 2019, sur ce territoire-ci. Alors, ils nous donnent une leçon. Ils nous donnent une leçon dans les réserves, mais mieux que ça, ils nous ont donné une leçon sur comment vivre en ville. La réalité, c'est qu'au Québec, aujourd'hui, il y a 3000 unités de logement qui sont propriétés de groupes autochtones qui sont collectifs. Si on fait l'échelle sur le rapport de population que les Autochtones représentent au Québec, ils ont un taux qui dépasse n'importe quelle autre communauté sur la capacité d'avoir du logement communautaire pour eux,
réussir à sortir du modèle privé, sortir de la financiarisation, sortir de la spéculation et reconnaître le logement comme un droit commun, comme un bien commun qui doit être partagé. Alors pour ça, moi, je présente mes respects et je salue le travail que les Autochtones ont fait et continuent à faire aujourd'hui. Concrètement, il faut que je parle un peu des OSBL d'habitation. Je présume que c'est pour ça qu'on m'a demandé de parler. Alors, concrètement, les OSBL d'habitation au Québec, c'est relativement important. On ne fera pas d'histoire, c'est pas encore le paradigme réel et obtenu, mais on a réussi à bâtir au cours des 50 dernières années 55 000 logements qu'on a sortis du marché. 55 000 logements qui ont été conçus en pensant aux besoins et aux droits des gens plutôt qu'en pensant au portefeuille des spéculateurs, plutôt qu'en pensant qu'on va faire de l'argent avec cette affaire-là. Alors, positionner ça, ça n'a pas été facile. Chacun de ces 55 000 logements-là, qui est propriété de 1200 groupes à travers le Québec, dans 3000 immeubles, ça fait bien des chiffres, tout ça, c'est important, mais ce qui est plus important encore, c'est que c'est aujourd'hui, au moment où on se parle, 10 000 personnes qui sont engagées de manière totalement volontaire et consciente, qui luttent pour gérer ces immeubles-là, pour assumer l'administration, pour être capable de faire en sorte que les locataires qui les habitent sont respectés dans leurs droits, non seulement dans leur droit d'avoir un logement décent, mais respectés dans la communauté. Ces organisations-là ont comme caractéristique toutes, et c'est très similaire avec ce qui a été présenté juste il y a quelques instants, d'être ouverts sur la communauté. Les gens qui vivent en marge de la communauté, ou enfin qu'on prétend vivre en marge de la communauté dans le marché privé, sont systématiquement les gens qui ont des problèmes financiers, des gens qui ont des problèmes de santé, des gens qui ont des problèmes d'isolement social, des gens qui sont aux prises avec des enjeux de déficience intellectuelle, de déficience physique, de toutes sortes de problèmes de cet ordre-là. Et comme ils ne sont pas assez productifs, notre société dit « pauvre, quand on est gentil, peut-être un petit taudis, puis en général, pourquoi pas dans la rue? » C'est ça l'espace qu'on vous donne. Alors la réponse, c'est non. Ces personnes-là ont autant à offrir à la communauté et ont autant à recevoir à la communauté que les gens qui sont très riches, qui réussissent à obtenir des autoroutes pour les amener pour faire de la pollution tous les jours, soir et matin, pour aller produire des biens qui sont inutiles. Ces gens-là ont autant de droits et ont droit à autant de respect que ceux et celles qui se pavanent dans des limousines en prétendant savoir qu'est-ce que c'est le bon droit, qu'est-ce que c'est le bon goût, qu'est-ce que c'est la bonne chose à faire. On vit dans une société qui, malheureusement, ne respecte pas les gens comme des humains à part entière s'ils n'ont pas un portefeuille suffisant. Alors, il faut faire une lutte pour changer ça. Et le logement communautaire, les OSBL d'habitation font en sorte de prendre les gens de la rue pour les mettre dans des maisons, mais pas les isoler. Faire en sorte qu'ils soient au cœur de la communauté parce que c'est des gens qui contribuent autant que les autres. Et les artistes, les gens qui sont créatifs, sont aussi souvent parmi ceux et celles qui sont mis à la rue. Quelques-uns sont montés au nu, mais l'immense majorité des gens qui essaient de faire des contributions positives, d'améliorer, d'apporter de la beauté, d'apporter de la gentillesse dans notre univers, sont des gens qui sont considérés comme non solvables. Ils sont mis de côté. Alors, ça, je pense que c'est inacceptable et au fond, c'est ça la motivation derrière la lutte pour le logement social, la lutte pour le logement communautaire, la prise en charge de nos espaces. Cette lutte-là doit se comporter de manière intelligente pour pouvoir gagner. Et là, pour pouvoir gagner, on a plusieurs objectifs qu'il faut se doter. Si on parle il y a 50 ans, on a commencé par développer des projets, des coopératives, des OSBL, des Land Trusts qui ont commencé individuellement, des initiatives positives, essentielles, importantes, mais isolées. On a passé une deuxième étape. Bon, évidemment, c'est pas des strates, c'est pas steak, blé d'Inde, patate, hein? On n'est pas dans le pâté chinois. C'est des choses qui évoluent, il y a des mélanges. Mais on est passé d'une étape où c'était des organisations individuelles à une étape où on a créé des organisations collectives. C'est-à-dire qu'on a créé la FECHIM, on a créé la CQCH, on a créé la FOM, on a créé le RQOH, on a créé BC Co-op Housing Federation, on a créé, maintenant on vient de créer la Fédération canadienne, pas la Fédération, la Canadian Land Trust. Excusez-moi, je n'ai pas noté. Bref, on a créé une série d'organisations comme celle-là. C'est des choses qui nous ont permis d'avoir une attitude défensive. C'est-à-dire que quand des groupes ont un moment de faiblesse, parce que nos groupes sont un peu organiques, c'est des vrais humains qui sont dedans, puis des fois ils ont de l'énergie, puis des fois ils en ont moins, puis des fois ils sont confrontés à des attaques, puis à des agressions par des spéculateurs, à des attaques, à des agressions par des politiciens, parce que il y a beau avoir des élections, je pense pas qu'en général ceux qui sont au pouvoir sont tellement à notre service. Alors,
pour se défendre face à ça, on a créé des réseaux. Maintenant, il y a un troisième étage, hein, steak de dinde patate, il y a un troisième étage qui arrive dans notre campagne. Ce troisième étage-là, c'est d'utiliser, comme Tom va nous en parler, je présume, tantôt, puis là, il ne me l'a pas dit, fait que s'il ne parle pas de ça, il va être malheureux, ou moi, je vais être malheureux. Alors, une troisième étape, une étape qui est de dire, est-ce qu'on est capable de prendre les actifs qu'on a? Par exemple, les OSBL d'habitation au Québec seulement, on dit, nos actifs valent 5 milliards de dollars. C'est énorme, 5 milliards de dollars. Je veux dire, franchement, là, si vous regardez, par exemple, Bombardier ne vaut pas 5 milliards de dollars. Ils ont le droit à 3 milliards de subventions, mais ça, c'est une autre histoire. Si vous regardez, il n'y a pas beaucoup des entreprises au Canada qui ont une valeur comme celle-là. On a des actifs immenses. Mais là, on a un défi. Comment on fait pour dire, sans se trahir, sans perdre notre mission, sans perdre notre identité, comment on fait pour utiliser la valeur de ce qu'on a dans un marché qui nous plaît pas, dans un marché dont les règles vont contre nous, mais quand même utiliser ça pour faire un effet de levier, pour être capable d'acquérir et de conquérir. Pas juste se défendre, ce qui était la deuxième tranche du pâté chinois, conquérir. On a aujourd'hui au Québec, grosso modo, 100 000 logements qui sont sortis du cadre commercial, du cadre marchand. C'est grossièrement insuffisant. On peut rêver, puis se dire, on va construire un autre million. Moi, ça ne m'intéresse pas, franchement. Ça ne me dérange pas de construire un peu par-ci, par-là. Mon vrai problème, c'est pas de réussir à construire, parce que construire, il y a bien du monde qui sont d'accord avec ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire couper plus d'arbres, faire plus de trous, faire plus de barrages électriques, ainsi de suite. Moi, ce que je veux, c'est dire aujourd'hui au Québec, aujourd'hui au Canada, il y a 95% du parc qui est privé et qui est à profit. La lutte, c'est quoi? C'est d'aller conquérir ces gens-là. Moi, ce que je veux, c'est qu'on se batte immeuble par immeuble, rue par rue, quartier par quartier, pour faire en sorte qu'on conquérisse ces territoires-là. Ces immeubles-là sont à nous. Ce sont des travailleurs et des travailleuses qui les ont construits. C'est l'argent qu'on avait déposé dans les banques qui a financé les transactions et ils nous ont volé ça. Ces terres-là nous appartiennent, ces terres-là appartiennent aux peuples autochtones, ces terres-là sont là pour répondre aux besoins de la population qui y vivent et nous devons travailler à conquérir ces terrains-là. Dans les années qui viennent, on doit se donner des objectifs, dire c'est pas 1000, c'est pas 2000, c'est pas 3000. Ça doit se compter en centaines de milliers de logements qu'on doit aller chercher. Et vous êtes la clé de ça. La mobilisation, c'est le seul moyen de nous permettre à la fois de conserver notre intégrité, parce que si c'est des bureaucrates qui prennent le contrôle du mouvement, au bout de la ligne, on se fait déclencher. Non, il ne faut pas que ce soit les bureaucrates, il faut qu'on garde la lutte comme une vraie lutte à tous les niveaux de l'appareil. Il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on réussisse à faire la bataille, mais ça ne veut pas dire faire la bataille de manière angélique. Il y a de l'argent en jeu, ça prend des moyens, il faut s'organiser, il faut prendre les ressources qui sont à notre disposition. On a plusieurs milliards de dollars de ressources dans notre compte en banque à nous. Il n'est pas financiarisé, il est là. Et on doit prendre ça et s'en servir comme d'une arme pour conquérir le reste du marché. Et si cette conférence-ci nous permet d'avancer un peu dans ce sens-là, bien, ça aurait été un grand succès. Merci. Now, how does this work? Oh, look at that. So I just want you to know that I was following along the written text, and Stefan said exactly what his notes were advising him. So good afternoon. It's such a pleasure to be here. Again, my name is Tom Armstrong. I'm the Executive Director of the Co-op Housing Federation of BC and the Community Land Trust. And I want to start, as I think we all should, by acknowledging that this is unceded land, not transferred by treaty or any other arrangement. This, by the way, as I said in my earlier talk, is the campus of the University of British Columbia. They say they own it. The Musqueam people say it was stolen from them, and it's land that they stewarded for a good 10,000 years, according to oral history and some of the archaeological discoveries in the region. So it's no small irony, I think, to be talking about a right to housing on land that was stolen from its original inhabitants. I do
the system doesn't like me saying that. My wife is a proud member of the Songhees Nation, the Lekwungen-speaking people in southern Vancouver Island. We were in Barcelona in the summer. You walk down to the end of La Rambla and you see that huge column with Christopher Columbus at the top pointing toward it's not clear where he's pointing. It's supposed to be out into the ocean. And the little plaque on the bottom of the column commemorates the discovery of North America in 1492. And my wife snapped a picture of it and emailed it to her father, who's an elder in the council of the Songhees, and just thought he'd like to know that 1492 was when he and his people were discovered. So there's a little bit of a... They got a chuckle out of it anyway. But it strikes me when we're talking about, we're negotiating leases or title, whether it's through the Land Trust or the Co-op Housing Federation with municipalities or provincial governments, and we're fighting over this title to this piece of dirt, how preposterous it must seem to the original inhabitants whose worldview included the notion that the land was owned by no one but cared for by everyone. And isn't that the basis of the land trust model? Our relationship to the land is everything. I have to say, before I arrived here, I didn't know that I was channeling Malcolm X in making that point, but I'm happy to. But the community land trust is all about our relationship to the land and how fundamental that is to any right to housing. And I'm especially pleased to be here at a conference organized by Milton Park to be speaking about this. For me, for my money, Milton Park is the cradle of the community land trust movement in Canada. I have the pleasure of working with Sue Moorhead in Vancouver, who was part of the GRT in Montreal in the early part of the 80s and worked with legendary community organizers like Lucia Qualic and Phyllis Lambert. And she's told me how critical the work of Milton Park was to the community here. And it's the only time, I regret that Canada is such a big country that we can't more easily overcome the limitations of geography to get to learn more from each other's experience. Anyway, so I want to pay tribute to that, that work done by the Milton Park community and all those people who look like they haven't aged a day since those pictures were taken. BC, we have 253 co-ops, just under 14,000 homes. You can see they're all clustered in the Lower Mainland with a bit of a cluster again on the southern tip of Vancouver Island. We've got high-density housing, low-density housing, heritage housing, colorful housing. I included this shot because this is actually the co-op in East Vancouver where Sue Moorhead lives today. We have housing now that's acquired by the Community Land Trust in long-term leases with the City of Vancouver. This building actually houses two co-ops because we found it was really convenient if you can acquire property from a municipal lease or another arrangement, and if you have other distressed assets and members can't leave their homes for the site to be redeveloped because they have nowhere to go, if you can, to use a word that might be used, I think, quite frequently in Montreal, if you can decant them to a site somewhere else, provide them with an equally good quality of life, move that asset into the land trust, scrape the site, redevelop it, and sometimes doubling or tripling the number of homes, you can actually grow the sector at the same time you're rescuing assets that would otherwise be in deep trouble. This is a building we've built now in partnership with a nonprofit society. Half of the units are occupied by people wrestling with one form of mental illness or another. Rural settings, and of course, because it's BC and Vancouver, floating home co-ops, maybe one of the few in the country. But the partnerships that we've been able to create with the cities, more than one municipal council, through the vehicle of the Community Land Trust. We've taken the 800 homes that were originally vested in the initial land trust and turned it into an active development program that by 2023 will add more than 2,000 homes to the stock of affordable housing in the province. And it's so important to me because we're taking these lands out of the market in perpetuity. We're creating, one of the Globe and Mail published an article on what we were up to and called it the creation of speculation-free zones. In fact, 150 years ago,
someone wrote about the uncoupling of exchange value from use value, and that's exactly what needs to happen more frequently in the housing sectors. And that is because when housing becomes something that is built to deliver a return to an investor rather than provide a home for someone who needs it, entire communities are dispossessed and entire local economies are thrown out of whack. And that's where, to me, the whole land trust discussion circles around to the right to housing. I'm not a housing right activist or expert, but and I don't know how controversial this is, but I believe that there is no meaningful right to housing without community control of land and housing assets. It's simply not enough to say, assert a right to housing and then say, okay, where's my housing? We relied on that approach for generations and it failed us. It produced community organizations and a cooperative housing and a nonprofit housing sector dependent on the next announcement of a funding program from some level of government or another. The community land trust sector has to become a vehicle for the aggregation of its own asset base and the engine of its own growth. And unless we do that, we will forever be dependent on a combination of government and private sector funding that has never served us well and never served our members well, because in creating the scale and the capacity to take charge of our own development, we create the room within the co-op housing movement to provide homes in supportive, diverse communities for the most marginalized, the most disadvantaged of our citizens who can now find a home in a co-op community that they may never have dreamed of because they didn't meet the requirements of this or that government program. So I'll say it again, there's no meaningful right to housing without control over land and housing assets. The best place to vest that control is not in the private sector, is not in the public sector, it's in the community housing sector through an active, vibrant national network of community land trusts, and that's what I'm so pleased to be here to talk about. Thank you. Touche personnelle, si je suis ici cet après-midi, c'est grâce à Soumo. Quand elle a vécu à Montréal, elle a fondé le Comité d'action des citoyennes et citoyens de Verdun. Je suis une Verdunoise. C'est là que j'ai fait mes débuts. Mon destin était scellé. Je suis restée dans le logement jusqu'ici. Notre rôle à nous, c'est d'être des modérateurs, mais je trouve que c'est un drôle de mot parce que avec les conférencières et conférenciers que nous avons eus, au lieu de vous modérer, je sens que vous avez été plutôt galvanisés. Alors, merci beaucoup encore de vos présentations inspirantes. Nathan va nous dire quelques mots, mais oui, ceci étant dit, maintenant, c'est la période des ateliers qui reprennent. Ils vont reprendre à E25, donc on vous invite à vous rendre à l'atelier pour qu'on puisse commencer à l'heure. Merci beaucoup. Nathan? Oui, donc I'll just quickly explain, because after the workshop sessions, we go into discussion groups by neighborhood. And so I just wanted to explain that very clearly so that when it happens, it's clear and people aren't confused and lost. So, okay, so once we get there at 5 o'clock, all the neighborhoods east of the point of the neighborhood discussion group is to sit down with your neighbors and talk about the issues in your neighborhood and to get to know each other and develop a collective strategy to put the community in control of your neighborhood. So when we come to that at 5 o'clock, all the neighborhoods east of Saint-Laurent will go to the Shaughnessy House, and all the ones on the
west will come here, and then there we'll figure out based on the number of people in which neighborhoods, we'll group into different neighborhoods. Yeah. So, clear? Is that clear? People from Toronto can get together if they want, you know. Outside. No joking. Shaughnessy House. So everyone who's doesn't fit in those categories, Shaughnessy House. Alors, même message en français. Maintenant, on va avoir une petite pause suivie par des ateliers. Ensuite de ça, à 5 heures, on va se diviser en quartiers pour que chaque quartier puisse parler entre eux comment réapproprier l'accès à la terre et tout ça. Donc, on aimerait que ça soit groupé dans 2 salles. Tout ce qui est à l'ouest, tout ce qui habite à l'ouest du boulevard Saint-Laurent, sur l'île de Montréal, on va rester ici. On va être en différents groupes selon les quartiers. Tout ce qui habite à l'est du boulevard Saint-Laurent, on va être au Shaughnessy House. Puis pareil, pour ceux qui n'habitent pas à l'île de Montréal, c'est probablement plus faisable au Shaughnessy House aussi. Puis c'est vraiment à vous de vous diviser entre vous pour en parler. Donc, bonne pause. And then after pause, so we should go to workshops fairly quickly, you know, after you have a break. Perfect, great, thank you. So workshops are going to start at 25 after sharp. So please take a very brief break and then head directly to your workshops. Thank you so much. Bye.